Bonjour mes chères étudiantes et mes chers étudiants. Dans la première séquence, comme vous le saviez, j'ai abordé le premier caractère de la règle de droit, à savoir le caractère général de cette dernière. Dans cette deuxième séquence, j'aborderai les deux autres caractères de la règle de droit, à savoir le caractère obligatoire de la règle de droit et le caractère coercitif ou contraignant de cette dernière. Je commencerai donc par le caractère obligatoire de la règle de droit. La règle de droit est dite obligatoire car elle s'impose et doit être appliquée dès l'instant que les conditions de son application sont réunies, sont requises. La règle de droit n'est pas un conseil, n'est pas une recommandation dont le respect dépend des bons vouloirs des personnes concernées. La règle de droit est faite pour être respectée, pour être appliquée quand les conditions de son application sont réunies. La nécessité d'appliquer la règle de droit trouve sa justification, comme disaient les philosophes de droit, dans le souci d'assurer la sécurité des personnes, de leurs biens et d'assurer l'ordre social au sein de la société. Il faut souligner que si la règle de droit est obligatoire, il existe toutefois des degrés dans cette force obligatoire, selon l'expression employée par le professeur Mohamed Jalal Saïd dans son remarquable ouvrage intitulé Introduction à l'étude du droit. En effet, certaines règles de droit s'imposent d'une manière absolue. Leur application ne peut en aucun cas être écartée. D'autres règles peuvent être écartées, peuvent ne pas être appliquées si les concernés manifestent une volonté en ce sens, s'ils expriment leur volonté de ne pas s'y se mettre. On distingue alors deux catégories de règles de droit. Les règles de droit impératives ou d'ordre public et les règles supplitives ou interprétatives de volonté. Une règle de droit dite impérative, c'est celle, on l'a dit, qui s'applique obligatoirement, qui s'impose d'une manière absolue. Personne n'a le droit de ne pas s'y soumettre. Toute personne concernée est tenue à respecter la règle de droit dite impérative, sinon elle sera bien sûr sanctionnée par une peine prévue par cette règle. Je vous donne quelques exemples des règles de droit dites impératives à titre d'illustration. La règle de droit qui fixe par exemple le SMIC, c'est-à-dire le salaire minimum légal. Cette règle qui fixe le SMIC est une règle impérative. Son application, son respect s'impose d'une manière absolue. Tout accord, par exemple,
entre un salarié et un employeur ayant pour objet de baisser le salaire de l'employé en dessous du SMIC est considéré comme illégal et donc nul. Un autre exemple d'une règle dite impérative. Par exemple, la règle qui considère le mariage non valable. Si une dot n'a pas été prévue dans le contrat de mariage. Cette règle-là, qui considère le mariage non valable si une dot n'a pas été prévue dans le contrat de mariage, est une règle impérative. Elle est impérative car la dot doit obligatoirement être prévue dans le contrat de mariage. Sinon, ce contrat est considéré illégal. Il ne peut produire en conséquence aucun effet juridique, c'est-à-dire aucun droit et aucune obligation. Un autre exemple d'une règle de droit dite impérative. Par exemple, l'article 17 des codes de commerce. Cet article 17 du code de commerce précise: la femme mariée peut exercer le commerce sans autorisation de son mari. Et l'article 17 d'ajouter: toute convention contraire est réputée nulle. Toute convention contraire est réputée nulle. Il est clair, selon les dispositions de cette règle, que la femme mariée n'a nullement besoin d'une autorisation de son mari pour pouvoir exercer une activité commerciale. Et tout accord allant à l'encontre de ces dispositions ne peut être accepté et considéré nul et non avenu. Il s'agit là donc d'une règle impérative à laquelle on doit obligatoirement se soumettre et dont le respect s'impose d'une manière absolue. Voilà grosso modo pour ce qui concerne la règle de droit dite impérative. Quant à la règle de droit supplétive, dite supplétive, on peut la définir comme étant la règle qui, bien que destinée à régir une situation précise, peut être écartée par une volonté contraire exprimée. En d'autres termes plus clairs, on peut dire que la règle de droit dite supplétive est celle qu'on peut ne pas appliquer si on manifeste une volonté en ce sens. Notre professeur Mohamed Jalal Saïd donne un exemple d'une règle de droit dite supplétive. Il s'agit de l'article 502 des droits, des obligations et des contrats qui stipule, et je cite, la délivrance doit se faire au lieu où la chose vendue se trouvait au moment du contrat, s'il n'en a été autrement convenu. À travers cet exemple, on constate que cette loi pose un principe selon lequel la livraison de la marchandise se fait au lieu où celle-ci a été vendue. Mais cette loi a donné aux deux parties contractantes, c'est-à-dire le vendeur et l'acheteur, la possibilité
de choisir un autre endroit pour la livraison de la marchandise. Les deux parties ont le droit de se mettre d'accord sur un autre lieu pour la livraison de la chose vendue. Un autre endroit qui n'a pas été indiqué dans la loi. On est là devant une loi ou une règle dite supplétive. On peut dire en d'autres termes que lorsque une loi donne aux personnes concernées la possibilité ou le droit de choisir une autre alternative, une autre solution que celle qui a été prévue dans cette loi, là on peut dire qu'il s'agit d'une loi dite supplétive. Je vous donne un autre exemple d'une règle de droit dite supplétive. Cet exemple est le suivant. L'article 642 des codes des obligations et des contrats stipule ceci. Le locataire est tenu de payer les impôts afférents à la chose louée, sauf stipulation contraire. Sauf stipulation contraire. Là, on est devant une loi supplétive, car si cette loi précise que c'est le locataire qui est tenu de payer les impôts afférents à la chose louée, les deux parties, c'est-à-dire le locataire et le locataire, peuvent choisir, si elles le veulent, une autre alternative, en se mettant d'accord, par exemple, sur le fait que ce sera le locataire, au lieu du locataire, qui paiera les impôts afférents à la chose louée. Cette loi aurait pu être impérative si elle s'était limitée à dire le locataire est tenu de payer les impôts afférents à la chose louée, point. Sans ajouter cette expression sauf stipulation contraire. Si cette expression est utilisée dans l'article 642 des codes des obligations et des contrats, qui nous permet de dire qu'il s'agit là d'une règle ou d'une loi supplétive, car cette règle donne, on l'a dit, la possibilité d'opter pour une autre alternative que celle qui a été clairement mentionnée dans la dite loi. Voilà ce qu'on peut dire à propos des caractères obligatoires de la règle de droit. Il reste une dernière caractéristique de la règle de droit que je dois aborder, à savoir que la règle de droit est une règle coercitive, c'est-à-dire son non-respect est sanctionné par l'État, par l'autorité publique. On peut dire qu'il y a trois catégories de sanctions. Il y a les sanctions civiles, les sanctions pénales et les sanctions administratives. Je vais ici me focaliser seulement sur les deux premières catégories de sanctions, à savoir les sanctions en matière civile et les sanctions en matière pénale. Les sanctions en matière civile sont les sanctions prévues par le droit civil. On peut schématiquement diviser les sanctions civiles en trois types. La nullité, les dommages et intérêts et la contrainte.
Concernant la nullité, on peut la définir comme une sanction qui consiste à priver de tout effet juridique un acte illégal. La nullité, on peut définir la nullité comme une sanction qui consiste à priver de tout effet juridique un acte illégal, c'est-à-dire un acte qui se trouve en contradiction avec la loi, avec la règle de droit. Je crois que cette définition doit être élucidée. Pour le faire, je vous donne un exemple. L'article 5 de la Mudawwana, des codes de la famille actuelle, précise que si une dot n'a pas été prévue dans le contrat de mariage, ce contrat est considéré comme nul et non avenu. Le contrat de mariage qui ne prévoit pas une dot se trouve en contradiction avec l'article 5 des codes de la famille, qui lui exige qu'une dot soit mentionnée dans l'acte de mariage pour que celui-ci soit valide, soit légal. Le contrat de mariage qui ne prévoit pas, qui ne mentionne pas une dot est considéré comme nul, est considéré comme s'il n'a jamais existé. Il ne peut aux conséquences produire aucun effet juridique, c'est-à-dire aucun droit et aucune obligation. Concernant les dommages et intérêts, une autre sanction en matière civile, c'est une somme d'argent. C'est une somme d'argent que doit recevoir la victime d'un dommage, d'un préjudice de la personne qui en était responsable. Voilà ce qu'on entend par les dommages et intérêts. C'est une somme d'argent que doit recevoir la victime d'un dommage, d'un préjudice de la personne qui en était responsable. Et cette somme d'argent doit correspondre à la valeur de ce dommage, de ce préjudice. Concernant la contrainte, elle peut être directe ou indirecte. La contrainte est directe lorsqu'elle est exercée sur la personne elle-même, comme par exemple l'expulsion d'une personne d'un local occupé illégalement par cette personne, ou l'expulsion d'un locataire défaillant, c'est-à-dire le locataire qui ne paye pas son loyer. La contrainte peut être aussi indirecte. Elle est indirecte lorsqu'elle n'est pas exercée sur la personne elle-même, mais elle est exercée sur ses biens, comme le débiteur qui ne paye pas ses dettes. Dans ce cas, le créancier peut s'adresser au tribunal qui condamnera le débiteur à payer. Si celui-ci n'exécute pas volontairement la décision du tribunal, ces biens seront saisis, ils seront vendus aux enchères. Et le créancier sera payé sur le produit de cette vente. Ainsi, le créancier récupérera son argent. Voilà grosso modo pour ce qui concerne les sanctions en matière civile. Maintenant, j'essaierai d'aborder brièvement les sanctions en matière pénale. Les sanctions pénales
sont prévues par le droit pénal. L'importance des peines pénales varie bien sûr selon la gravité des infractions. Le code pénal, dans son article 111, classifie, divise les infractions en 4 catégories. Les crimes, les délits correctionnels, les délits de police et les contraventions. Concernant les crimes, ils sont les infractions les plus graves. Ils sont sanctionnés par les peines suivantes. La peine de mort, la réclusion, la résidence forcée et la dégradation civique. Pour ce qui concerne la peine de mort, elle constitue le châtiment le plus sévère et le plus élevé dans l'échelle de gravité des peines. Elle s'exécute par fusillade après refus de la grâce royale. Quand il s'agit d'une femme enceinte, l'exécution n'a lieu qu'après délivrance, c'est-à-dire après son accouchement. La loi précise que l'exécution aura lieu après la naissance de son enfant de 40 jours. Concernant la réclusion, elle a lieu soit à titre perpétuel, c'est-à-dire à vie, soit à titre temporaire pendant une durée allant de 5 à 30 ans. Pour ce qui est de la résidence forcée, elle se traduit par l'assignation au condamné d'un lieu de résidence ou d'un périmètre déterminé dont il ne pourra s'éloigner sans autorisation pendant la durée fixée par le jugement. Cette durée ne peut être inférieure à 5 ans. La dernière peine réservée au crime concerne la dégradation civique. La dégradation civique, c'est une peine privative de droit. C'est une peine qui consiste à priver le condamné d'un certain nombre de droits. Par exemple, le priver du droit d'être électeur, d'être éligible, c'est-à-dire il n'a pas le droit de se présenter aux élections, d'être aussi témoin en justice. Il n'a pas le droit d'enseigner, de diriger une école, de servir dans l'armée. Il n'a pas le droit d'être tuteur, si ce n'est de ses propres enfants, etc. Donc la personne condamnée par cette peine de dégradation civique se trouve privée de tous ses droits. Les différentes sanctions que nous venions de citer, la peine de mort, la réclusion, la résidence forcée et la dégradation civique sont des sanctions prévues réservées à ce qu'on appelle les crimes. Une deuxième catégorie d'infractions dont fait état l'article 111 du Code pénal marocain concerne les délits correctionnels. Ces délits correctionnels sont sanctionnés par des peines d'emprisonnement allant d'un an à 5 ans et d'une amende supérieure à 1200 dirhams.
La troisième catégorie d'infractions concerne ce qu'on appelle les délits de police, auxquels le législateur inflige des peines d'emprisonnement dont le maximum ne dépasse pas 2 ans. La dernière catégorie d'infractions dont fait état l'article 111 du Code pénal concerne les contraventions. Les contraventions sont des infractions les moins graves qui donnent lieu à des sanctions assez légères qui se traduisent par une détention qui ne dépasse pas, un mois ou une amende qui ne dépasse pas 1200 dirhams. Voilà, chères étudiantes, chers étudiants, pour ce qui concerne le caractère obligatoire et le caractère coercitif de la règle de droit. Je m'arrête là et je vous dis au revoir et à la séquence prochaine, Inch'Allah.